La rhétorique et son histoire, par Anthelme Édouard Chénier. Préface. On n'enseigne plus la rhétorique dans les classes de rhétorique des lycées et collèges de France. C'est assez dire qu'on ne l'enseigne nulle part. Les programmes de l'enseignement secondaire, encore une fois révisés en 1885, en supprimant même le nom et instituant à sa place, dans les classes de troisième, seconde et rhétorique, des notions sommaires d'histoire des littératures grecques, latines et françaises. J'avoue que ce changement qui substitue à un enseignement théorique un exposé de faits sans principe et sans loi qui les explique me paraît regrettable, mais qu'il est loin d'être, à mes yeux, une réforme, si ce mot signifie toujours une amélioration et un progrès dans le système des études libérales. J'y vois même un danger pour la culture générale de la jeunesse, comme pour le développement et le maintien du goût classique et de l'esprit français. L'histoire des lettres est une chose, les lettres même en sont une autre, différente et, à mon sens, beaucoup plus importante et supérieure. Si l'on veut envelopper dans la notion de cette histoire la critique des œuvres littéraires, la critique, c'est-à-dire l'admiration réfléchie et raisonnée du beau dans l'art, suppose une théorie, une doctrine, un système de règles qui puisse fournir un point de repère au jugement et une mesure à l'appréciation du goût. Si l'on ne consent pas à accepter la thèse de Mustaine pour qui tout également beau, si on fait des distinctions, si on garde des préférences, si l'on trouve l'Iliade plus belle qu'une chanson cave, la Vénus de Milo plus belle qu'un magot papou, il faut en donner des raisons et un système de raisons. Si une doctrine littéraire, qu'on la suppose aussi compréhensive qu'on voudra, est reconnue nécessaire pour l'éducation et l'exercice du goût, n'est-il pas raisonnable de commencer par là? Écrire l'histoire de la tragédie sans dire ce que c'est que la tragédie est sans doute possible, mais à la condition qu'on l'ait appris d'ailleurs et antérieurement. J'ajoute que le sens historique, qui n'est pas le sens critique, et encore moins le sens littéraire, qu'il importe surtout, j'imagine, d'imprimer à la jeunesse, aime Alfred Croiset, dans la préface de son histoire de la littérature grecque, reconnaît, avec Sainte-Beuve lui-même, qu'il y a dans les lettres des productions belles et d'autres chétives, qu'il y a des avortons, des monstres, des époques d'enfance, de maturité, de déclin, qu'il y a un sens du beau, un goût esthétique, une raison littéraire qui reste inflexible à l'égard de ce qui n'est pas raisonnable et qui exige qu'on ne méconnaisse pas les lois éternelles et fondamentales de la pensée. Tout cela est excellent et parfait, mais ce n'est pas l'histoire assurément qui éveillera et fortifiera le sens du beau, qui formera le goût, qui apprendra à distinguer les formes malvenues et monstrueuses, qui enseignera quelles sont les lois éternelles de la pensée dans l'ordre littéraire. Je ne veux pas dire par là que l'historien de la littérature doive apporter dans l'exposition et l'analyse un idéal a priori, abstrait, particulier et déterminé.
L'histoire a son domaine et ses conditions propres. Elle peut se passer, peut-être, de principes rationnels et de notions a priori. Je dis peut-être, car que serait l'histoire dans les principes de la morale et de la politique qu'elle applique et confirme, mais ne contient pas? Mais, en tout cas, l'esprit humain ne s'en passe pas. L'éducation de la jeunesse ne s'en passe pas, du moins impunément. L'histoire des lettres n'a pas de sens pour qui n'a pas le sens et le goût des lettres. Jamais l'histoire des lettres ne remplacera l'étude, le goût et la pratique des lettres. Il y a dans la thèse de M. Sainte-Beuve, que je vais résumer tout à l'heure, des contradictions qui naissent du conflit inconciliable entre son système et son sens esthétique, si juste, si clair et si profond. Il parle quelque part du devoir de la critique de classer chaque auteur et de le mettre à sa place dans l'ordre de l'art. Il n'y a pas un mot de cette définition excellente qui ne soit la contradiction de toute sa théorie. Ou prendre, dans son hypothèse, l'origine et la raison d'une classification, d'un ordre, d'une place dans cet ordre, d'un art même. Cette contradiction interne ruine tout le système artificiel de sa méthode critique, car il est toujours vrai de dire que la contradiction est le signe caractéristique de l'erreur, et que l'accord de la pensée avec elle-même est le signe caractéristique de la vérité. L'histoire littéraire peut rendre aux lettres, sans doute, de réels services. Elle élargit, complète, contrôle l'idée du vrai et du beau. Elle ne saurait la produire. Elle fait sentir la nécessité d'une théorie compréhensive, affranchie du joug qui est étroit des écoles et du goût trop exclusif. Elle ne la remplace pas. Oserais-je dire toute ma pensée? Je comprends mal une histoire des lettres. L'histoire a pour objet ce qui passe, ce qui change, ce qui est mort, et par conséquent ce qui était mortel. Son œuvre est une reconstruction, une évocation. Elle fait sortir les ombres de la nuit du passé et pour ainsi dire de la mort. Les lettres, comme les arts, n'ont pas besoin de cette évocation magique. Elles ne sont pas mortes. Dans leur beauté, qui est leur essence, elles sont immortelles. Les chefs-d'œuvre de la poésie et de l'éloquence que nous avons pu sauver des mains du temps et des mains des hommes, parfois encore plus barbares, sont des choses actuelles, présentes, vivantes, que je puise et que je dois, pour le comprendre, contempler directement du regard de mon esprit, car cette contemplation intime et profonde est seule capable d'y éveiller la palpitation joyeuse et délicieuse qu'on appelle l'admiration. Il en est de même des œuvres de l'art plastique. Certes, je ne lis pas sans intérêt ni profit les renseignements historiques sur la Vénus de Milo, le Laocoon, le groupe des parcs sur l'époque où ont vécu leurs auteurs, sur l'époque où ont vécu leurs sur l'époque où ont vécu leurs arcs, sur l'époque où ont vécu leurs auteurs, sur la vie de ses maîtres,
leur rapport avec les hommes et les choses de leur temps. Cela peut m'aider à comprendre quelques particularités accessoires de leurs œuvres, mais cela ne donne ni le sens ni l'idée de leur beauté divine. Pour les admirer et pour en jouir, il faut en avoir la sensation, une sensation esthétique sans doute, mais enfin une sensation, comme de toutes les choses du monde, des formes et de la vie. Rien ne remplacera pour la culture de l'esprit, pour le développement de l'imagination esthétique, le tact immédiat, le commerce intime avec les œuvres mêmes et le système raisonné de l'art théorique que la raison, appuyée sur cette étude, en tire et en construit. Je n'ignore pas que le courant qui entraîne la critique et la noie ainsi dans l'histoire remonte à une date déjà éloignée, et qu'outre la consécration d'une ancienneté relative, il peut s'appuyer sur l'autorité d'illustres et éminents esprits. M. Guizot, dans sa brillante et forte étude sur Shakespeare, a le premier donné le branle. La littérature, dit-il, n'échappe point aux révolutions de l'esprit humain. Elle est contrainte de le suivre dans sa marche, de se transporter sous l'horizon où il se transporte, de s'élever et de s'étendre avec les idées qui le préoccupent, de considérer les questions qu'il agite sous les aspects dans les espaces nouveaux où les place le nouvel état de la pensée et de la société. Sous cette forme pénétrante et grave, on voit apparaître, un peu enveloppé par la phraséologie, l'idée que la littérature a une valeur purement relative, ce qui n'est pas que sous certaines réserves et dans certaines limites. Si l'on entend par littérature l'ensemble indistinct des productions de l'esprit qui se manifestent par la parole et l'écriture, on doit reconnaître que la société et le milieu exercent sur elle une influence toute puissante et qu'elle ne peut être comprise et jugée que dans ce rapport même qui la détermine et pour ainsi dire la constitue. Mais on entend ordinairement et plus justement le mot dans un sens moins large et moins général. La littérature est autre chose que l'expression des besoins passagers, des sentiments vulgaires et des idées positives d'un temps et d'un milieu donné. Les œuvres de l'esprit ne sont appelées littéraires que dans la mesure où elles sont belles, et cet élément de la beauté est précisément ce qui échappe en elles aux révolutions de la société et aux mouvements de l'histoire. Il y a là, au milieu des ombres qui passent et des figures qui disparaissent, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui demeure. Je ne me représente pas un temps, un milieu, une société civilisée où Homère et Virgile, Sophocle et Corneille, Démosthène et Bossuet auront perdu, par suite du mouvement des institutions sociales et politiques, leur charme et leur beauté. S'il s'agit d'un retour offensif de la barbarie, je n'ai plus rien à dire. M. Sainte-Beuve a poussé plus loin le principe de la relativité du goût et du beau dans l'art littéraire. Il a exposé une méthode de critique qu'il appelle naturelle et qui serait plus exactement appelée naturaliste. La littérature n'est point distincte de l'homme, il ne peut être
jugé indépendamment de l'homme même. Mais qu'est-ce que l'homme? Une organisation. Donc, s'agit-il d'étudier un homme supérieur? Le système ne donne aucun moyen, aucun signe pour reconnaître un homme supérieur. S'agit-il d'étudier un homme supérieur? Voici comment il faut s'y prendre. Si l'on connaissait la race physiologiquement, les ascendants et les ancêtres, on aurait un grand jour sur la qualité secrète et essentielle des esprits. Mais le plus souvent, cette racine profonde reste obscure et se dérobe. Dans le cas où elle ne se dérobe pas tout entière, on gagne beaucoup à l'observer. C'est dans le sang, dans le tempérament qu'il faut aller rechercher les causes de l'originalité littéraire. Avant tout, il faut observer le tempérament et les propriétés du sang chez la mère. Il est vraiment plaisant que le père ne soit ici compté pour rien, chez les sœurs, chez les frères, dans les enfants. Monsieur Guizot avait confondu la critique avec l'histoire. Monsieur Sainte-Beuve l'identifie avec une biographie d'une caractéristique de tout élément physiologique et plus qu'indiscret. La méthode, quand elle aurait d'ailleurs toutes les autres qualités, manquerait d'une qualité assurément nécessaire, d'être praticable. Comment explique le caractère poétique de l'Odyssée et de l'Iliade par le tempérament et les propriétés du sang de la mère du poète? Il y en a qui prétendent qu'il n'a pas existé. Pour les auteurs récents et contemporains, si cette recherche n'est pas absolument impossible, elle prendrait fatalement un tour indécent, scandaleux, diffamatoire. Cela me dispense d'insister. Monsieur Taine, dont l'incontestable talent se complaît visiblement dans l'outrance, Monsieur Taine a renchéri encore sur ses principes et en précisant les conséquences. Pour lui, chaque âge, chaque race, chaque peuple a sa beauté propre, qui est une vraie beauté. Chaque individu a le droit d'avoir son idéal et d'en changer 10 fois du matin au soir. Pour qui sait se placer au vrai point de vue. Une ode d'Horace ne vaut pas mieux qu'une chanson de nègre. Le plus horrible fétiche est aussi beau que la plus belle statue grecque. La beauté n'est qu'une sensation. La conséquence est qu'il n'y a plus d'art, et partant, plus d'art de la critique, plus d'art de la critique, plus d'art de la critique. Ouais, plus. Mais alors, vous-même, pourquoi me parlez-vous? Vous n'avez plus rien à m'apprendre et à me dire. Que me fait à moi votre sensation? Gardez-la pour vous. J'ai naturellement la mienne, qui naturellement vaut bien la vôtre, dont je ne sais pourquoi vous tenez à m'entretenir et que vous vous efforcez de me faire partager. Le système semble le triomphe de l'individualité. En réalité, il la détruit, car ma sensation n'est mienne qu'en apparence. Je n'en suis ni l'auteur ni le maître. Elle appartient à l'objet extérieur qui la produit et dont je suis la
la proie et la victime, l'homme n'est plus même la mesure des choses, il en est le choix. Le génie qu'on s'était plus jusqu'ici à considérer comme une force, une cause, n'est qu'un résultat. Ce n'est plus une lumière, c'est un reflet. Ce n'est plus une voix, c'est un écho. Ces doctrines qui ne sont au fond que l'envahissement de l'histoire dans le domaine des idées, le triomphe du fait sur la raison qui en est la loi et la cause, ont exercé sur les esprits, particulièrement dans la critique, une influence sinon profonde, du moins générale. C'est une de leurs conséquences qui a fait supprimer de la classe de rhétorique l'enseignement de la rhétorique théorique qui lui avait donné son nom. Mais leur empire me paraît aujourd'hui fort ébranlé. Une réaction salutaire s'est produite qui commence à nous ramener au bon sens et à la vérité. Il est facile d'en apercevoir les symptômes dans l'esprit de la jeune critique, et je ne me plais à en voir un autre. Dans un morceau excellent dont je veux citer au moins un passage, il est extrait du rapport de M. Jules Girard sur le concours de l'agrégation des lettres en 1886, qui est tout entier à relire et à méditer. Le commentaire littéraire admet des comparaisons quand il y a lieu, mais il doit avant tout s'appliquer au texte lui-même. Il faut éviter avec soin de s'égarer dans des généralités plus ou moins banales sur l'auteur ou sur son ouvrage, et s'efforcer principalement par une analyse pénétrante de la pensée, par une étude attentive de l'expression, de déterminer le caractère du style, culpabilité, reprise, humblement. L'étude des textes, l'analyse de la pensée, l'ordonnance et l'économie de la composition, l'observation des caractères du style, ce sont là des choses que l'on prenait l'habitude de négliger comme indifférentes ou accessoires, tandis qu'en ce qui concerne les renseignements sur l'auteur, son pays, sa famille, le tempérament et les qualités du sang de sa mère et de ses sœurs, sur le milieu social et politique où il a vécu, sa vie intime et secrète, quand, par bonheur, elle ne se dérobe pas. La critique était d'une abondance intarissable autant que stérile. J'espère que ce mouvement de sage est censé réforme finira par l'emporter et qu'on rétablira dans l'éducation libérale la rhétorique à la place d'honneur qui n'a pas cessé de mériter par les services qu'elle peut rendre dans cet ordre d'enseignement. La rhétorique a tenu une grande place dans le système pédagogique des Grecs. Si Platon proclame encore que la haute éducation consiste dans l'art de bien danser et de bien chanter, c'est-à-dire dans la pratique disciplinée de la gymnastique et de la musique, s'il est vrai que les poètes ont été les premiers instituteurs de la Grèce et les plus grands, il est impossible de contester que l'art de bien dire, enseigné par les sophistes et les rhéteurs, a eu
aussi son rôle dans le magnifique développement de la civilisation grecque, comme la poésie l'a été. Il a été la condition nécessaire et pour ainsi dire l'apprentissage de la vie morale et pratique. Les rhéteurs sont aussi des instituteurs. Ce n'est pas seulement une prétention de leur part, c'est un fait historiquement démontré, à un moment donné connu. Les sophistes se sont emparés de l'éducation de la jeunesse et se sont proposés de la préparer par leurs leçons à la vie pratique, dont la forme supérieure et la plus noble était la vie politique, pour laquelle l'art de la parole est l'instrument indispensable. C'était là l'idéal du vrai citoyen, entrevu déjà par Homère, et que Solon avait voulu réaliser en prescrivant par une loi les moyens de rendre tout citoyen d'atteindre, capable de bien penser, de bien agir et de bien parler, ce qui est aussi une manière d'agir. Dès ce moment, l'homme bien élevé, non plus celui qui sait jouer de la lyre, mais celui qui sait bien penser, bien dire et bien agir. Homère fut signalé à l'admiration et à l'imitation de la jeunesse non plus seulement comme le plus grand des poètes, mais comme le plus parfait des orateurs. C'est pour satisfaire à cette condition, devenue de bonne heure la plus essentielle de l'éducation de l'homme et du citoyen, que se forma et s'organisa en se développant par l'action des sophistes, des rhéteurs et surtout des philosophes, des plus grands d'entre eux et des plus sévères recteurs, le corps de doctrine, le système rationnel de principes, d'observation et de règles qui, sous le nom de rhétorique, dans tous les pays civilisés, depuis le 5e siècle avant, Jésus-Christ jusqu'à nos jours, a fait partie du programme des études libérales. C'est Platon, Aristote, Théophraste, Zénon, Cléante, Chrysippe qui ont fondé la rhétorique. Ce ne sont pas là précisément des esprits superficiels. A priori, on pourrait supposer, mais si on veut se donner la peine de lire seulement l'ouvrage d'Aristote, on sera convaincu que le but qu'ils se proposaient tous et le résultat pratique auquel ils sont arrivés était tout autre que de communiquer à la jeunesse un art sans profondeur qui ne s'occupe et ne traite que de l'arrangement des mots et de l'arrangement des phrases. La rhétorique est un genre littéraire exclusivement par son origine, universelle par sa fonction. Elle a eu, sans doute, pour but premier de former théoriquement et pratiquement à l'exercice de la parole publique, mais concurremment, elle est née de la curiosité scientifique, du besoin instinctif de se rendre compte des procédés, des moyens, des causes par lesquelles s'expliquent les effets souvent prestigieux de l'éloquence. À ce point de vue, du moins, on reconnaîtra que la rhétorique n'a rien perdu de son intérêt et de son importance. Mais même pour réaliser ses fins pratiques, la rhétorique fut contrainte d'observer la marche et les formes du raisonnement, les lois et la nature de la pensée, d'analyser des mouvements de l'âme, les passions, les émotions, les désirs, les volontés, d'en pénétrer les sources, d'en reconnaître les ressorts, d'en suivre les effets, de déterminer et de définir les idées du beau, du juste, du bien qui domine notre intelligence et gouverne notre vie, de perfectionner, de constituer même le système grammatical, d'épurer le vocabulaire,
de fonder une théorie générale du style, d'établir et de limiter les rapports nécessaires de leur oratoire avec la science sociale et politique, la morale, la législation, les finances, l'instruction publique, le commerce, l'organisation militaire. Elle touche ainsi, sans y pénétrer, pour ne pas s'y perdre, à la logique, à la psychologie, à l'éthique, à la politique, à la science du droit international, public, privé, à l'histoire générale et à l'histoire particulière. Elle renferme un élément spéculatif et un élément expérimental, et par sa généralité en même temps que par son objet a toujours été et demeure l'un des instruments les plus parfaits d'une haute culture et d'une éducation étendue de l'esprit. Je ne puisse véritablement considérer comme sérieux le reproche qu'on adresse à la rhétorique de former avant tout les jeunes gens à l'art de bien dire. N'est-ce rien d'abord que de bien dire? Et quelle est donc la rhétorique? Mais surtout la rhétorique tirée des règles d'Aristote, de Quintilien, de Cicéron, d'Horace, qui n'a pour premier principe que l'art de bien dire a pour fondement nécessaire l'art de penser. Comment peut-on appeler le traité d'Aristote un art sans profondeur? Sans doute la rhétorique s'occupe, comme la philosophie des collèges, encore plus des mots que des choses dont ils sont la représentation toujours voilée. Mais ce qu'il y a d'admirable dans l'étude de la phraséologie, c'est que la pensée est tellement incorporée aux termes qu'il exprime qu'on ne peut jamais les séparer complètement. En étudiant les formes oratoires, la valeur et l'emploi des mots, la source des images, la correction des tours, les qualités du style, la structure de la phrase, la force d'expression, de l'harmonie et de la mélodie de la parole, comme les lieux des raisonnements et la topique des mœurs et des passions. Ce sont des idées qu'on acquiert. Des idées sans doute d'ordre général et vraisemblable, accessibles à tous les esprits, telles enfin que peut les supporter et les comprendre un adolescent de 16 ou 17 ans, mais telles aussi que doit les employer et les connaître l'orateur même, dont l'art ne peut et ne doit se confondre avec aucune science déterminée. On ne peut pas dire que la rhétorique soit inutile à qui veut pouvoir et savoir parler convenablement en public. Elle ne lui donnera certes pas le don naturel de l'éloquence, mais elle lui inspirera une conscience plus pleine et plus réfléchie de cet art, du but qu'il poursuit, des principes d'où il découle, des procédés qu'il met en œuvre, des règles auxquelles il doit obéir. Cependant, il perdit de bonheur, même chez les Grecs, une grande partie de cette valeur positive et pratique. Il est douteux que la rhétorique d'Aristote ait fait naître un seul orateur. Ce n'est pas dans le but d'en former qu'elle fut enseignée dans les écoles du Moyen-Âge et prescrite même dans les écoles de Port-Royal, mais parce qu'elle est la forme la plus compréhensive, sinon la plus intensive de l'éducation de l'esprit. On n'apprend pas aux jeunes gens le dessin pour qu'ils deviennent des peintres, la géométrie pour qu'ils deviennent des géomètres, la danse pour qu'ils deviennent des danseurs. Ce n'est pas pour en faire des orateurs qu'on leur enseignait autrefois la rhétorique à la fin de leur classe et qu'on
devrait la leur enseigner encore. On a fait à cet enseignement une objection plus spécieuse. Il apprend, dit-on, à parler, mais non à écrire. De plus, il ne touche qu'un seul genre littéraire et laisse en dehors de ses principes et de ses règles des genres moins intéressants. La philosophie, l'histoire, la critique, le genre dramatique, le roman. Je ne prétends pas que la rhétorique constitue à elle seule une éducation littéraire complète. Je soutiens seulement qu'elle en est un élément nécessaire et suffisant à la jeunesse. Aucun des genres qu'il y néglige ne peut la remplacer, et elle peut, dans une certaine mesure, remplacer tous les autres. Je ne parle pas, bien entendu, de la poésie, dont l'art et la théorie sont exposés dans les poétiques d'Aristote, d'Horace et de Boileau, qu'on n'a pas encore eu le courage de supprimer des études et des classes d'humanité. Les rhéteurs anciens c'était les premiers à proclamer que l'art d'écrire était le fondement de l'art de parler. Et par l'étendue parfois excessive qu'il leur donne, les règles de la composition oratoire constituent un système littéraire très général, applicable sans modification sensible à tous les genres, et qui, s'il entrait plus profondément dans l'éducation des esprits, finirait peut-être par nous délivrer de la littérature et de la critique qu'on appelle personnelle et qui sont l'une et l'autre aussi insipides qu'absurdes. Je n'attache pas, on a pu le voir, une très grande valeur aux effets d'ordre pratique que peut avoir l'enseignement d'une forte théorie de l'art oratoire. Ils ne sont pourtant pas absolument nuls, et à ce point de vue, on peut, sans exagération, dire qu'on n'a pas souvent dans la vie réelle ni la tentation, ni l'occasion d'écrire un roman ou de composer un drame, tandis que chez les peuples qui jouissent d'un gouvernement libre, et particulièrement chez nous, l'obligation de prendre la parole en public est fréquente et inévitable. Il est enfin un reproche bien étrange qu'on fait à l'enseignement de la rhétorique, et qui est encore plus étrange de trouver dans les œuvres de M. Guizot que de voir citer avec complaisance par M. Taine qu'on n'oublie jamais, dit le grave doctrinaire, que c'est dans les établissements d'instruction publique qui existaient à cette époque, par les hommes qui les dirigeaient, d'après les méthodes qui étaient en vigueur, qui a été formée cette génération imprudente et turbulente, dont les hommes ont fait ou approuvé la révolution, et dont les autres n'ont su ni la prévoir ni la diriger. La révolution est une idée. On ne peut contester que l'éducation classique a gardé vivante, a entretenu puissante cette grande idée et rendu possible le noble effort de la réaliser. Ceux qui ne sont pas les adversaires et les ennemis de la révolution devraient bien méditer cet argument. Oh oui, l'éducation classique a nourri et élevé l'esprit français et a permis et de concevoir et de réaliser la révolution. Il se pourrait bien qu'une éducation plus pratique et tournée plus spécialement vers les faits parvint à la détourner de son cours, à la corrompre dans son essence, sinon à la détruire. La rhétorique que je présente au public n'a pas la prétention d'être une œuvre originale. Elle n'est
le plus souvent qu'un commentaire développé et complété à l'aide d'autres auteurs de la rhétorique d'Aristote, qui est, comme sa logique et sa poétique, un de ses ouvrages qu'on ne refait pas et qu'on refait sans cesse. De tous ses écrits, c'est le plus complet, le plus régulier, le plus méthodique. Les principes lui sont posés d'une manière si sûre, d'un jugement si profond et si étendu qu'on ne saurait guère les changer. Mais d'un autre côté, les révolutions historiques des civilisations, des littératures et des langues, dans un genre littéraire qui pénètre si profondément dans la vie réelle, prescrivaient d'en modifier les formes, d'en restreindre certains développements. En un mot, d'adapter cette théorie à un milieu moral et intellectuel nouveau. Cependant, je n'ai eu en vue que l'éloquence des langues classiques, les littératures étrangères n'entreront, à mon sens, bien difficilement. Non, mais dans l'éducation secondaire, il me semble, par leur nature réservée à l'enseignement supérieur, on ne se rend pas généralement compte de la difficulté de faire passer une idée et surtout une forme esthétique d'un peuple à un autre. D'une part, on l'altère, et de l'autre, on trouble la pureté du goût national. La civilisation, dont la littérature n'est qu'une forme, n'est communicable que par ses éléments extérieurs. Elle reste pour le fond et pour l'essence, fermée et renfermée dans chaque peuple qui a une langue, une civilisation et une littérature. On peut adopter la coiffure et la chaussure d'un autre peuple. On ne saurait s'assimiler ni même comprendre que par un effort qu'il ne faut pas demander aux enfants et aux jeunes gens de nos lycées. Ses habitudes de penser et de sentir et surtout son tour d'imagination. Il y a dans l'esprit et les mœurs d'une nation une sorte de personnalité qui, comme toutes les personnalités, reste incommunicable. Dans sa lettre à l'Académie française, Fénélon, esquissant un projet de rhétorique, ne craint pas de dire que, à celui qui entreprendrait cet ouvrage, il rassemblerait tous les beaux préceptes d'Aristote, de Cicéron, de Quintilien et des autres auteurs célèbres, en ne prenant que la fleur de la plus belle antiquité, ferait un ouvrage court, exquis et délicieux. Cette rhétorique idéale, exquise et délicieuse, n'a encore été faite par personne. Là-dedans, je me demande même si elle est possible, car tous les traités de cette nature sont d'une lecture sévère et réclament une étude sérieuse. En tout cas, je dois t'avouer que je n'ai pas eu une telle ambition et que non seulement je n'ai pas pu faire de la rhétorique un ouvrage délicieux, mais que je n'ai pas su le faire court. Les développements dans lesquels je suis entré m'ont au contraire paru utiles et même nécessaires. Nécessaires là, surtout où l'aridité de la matière semblait conseiller de glisser. C'est un mauvais conseil. Ce n'est souvent que par le détail, en approfondissant et examinant le sujet sous toutes ses faces, qu'on peut en faire ressortir l'intérêt et l'attrait propre, auquel un coup d'œil rapide et superficiel nous laisse indifférents.
La brièveté est une chose, une belle chose, mais en son lieu et place, et je ne puisse mieux faire pour terminer que de reprendre mon compte, la citation que dans un ouvrage dont j'ai beaucoup profité, qui n'est ni délicieux ni court, mais solide et substantiel. Voici faisait d'un excellent passage. Vossius faisait d'un excellent passage de Pline le jeune. Brevitas sit custodienta, sires permittat alioqui prevaricatio etiam cursimi breviter attingere quae sunt inculenta infigenda reputenda. Poitiers, 15 septembre 1888.